Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci Célia d'être là. Bonjour Célia. Salut, bonjour à Euh, tous. on va faire un petit webinaire très sympa d'une heure. Je vous dis bonjour dans le chat. Voilà, donc là. Voilà, donc c'est Super. le fameux webinaire entrepreneur. Aujourd'hui, on va travailler sur, échanger plutôt sur cette thématique qui est, voilà, comment fixer ses tarifs. Mhm. Et du coup, j'ai invité Célia qui est ma cousine adorée, mais qui est Oui, géniale à chaque fois que j'ai à chaque fois que j'ai des petites problématiques voilà, en termes d'offres, de positionnement, etc. Je lui passe un petit coup de fil. Elle m'a toujours beaucoup aidé. Et puis, bon, évidemment, personnellement, je l'adore, mais je trouvais intéressant de pouvoir t'inviter parce que c'est vrai que tu as eu énormément d'expérience dans le marketing. Je trouve ça super qu'on puisse adresser cette problématique et j'espère que tu pourras revenir sur d'autres webinaires parce que je sais qu'on va se dire tellement de choses aujourd'hui qu'on n'aura pas complètement couvert le sujet. Avant de te donner la parole, pour ceux qui sont en train de se connecter, vous savez comment ça fonctionne, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'habitués. Donc, dans le chat, vous avez vu, vous pouvez vous dire bonjour. Donc, j'ai vu que c'est bon, tout le monde s'en sort. Vous avez une petite rubrique questions où vous pouvez poser vos questions. Et puis, comme ça, quand ce sera le moment, on va voir un petit peu comment on échange. Je parlerai des questions pour que vous puissiez finalement avoir les réponses à ces questions. Voilà. Sans plus attendre, on lance. Célia, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux déjà te présenter? ouais, merci beaucoup Manu pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Donc moi, je m'appelle Célia, je suis coach et je fais du conseil en marketing et en management depuis un peu plus d'1 an. Et avant ça, j'étais directrice marketing en start-up. Donc j'ai travaillé chez Mon Docteur qui a été depuis racheté par Doctolib. Et puis j'ai également été Chief Marketing Officer de Job Teaser qui est le leader du recrutement des jeunes talents en Europe. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans, des aventures de direction marketing dans des startups avec beaucoup de croissance, avec des problématiques d'offres sur des modèles SaaS souvent assez complexes. Donc évidemment, le prix, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est ce qui rentre le cash. Donc plein de problématiques autour du positionnement, autour du prix, de la construction de l'offre. Ok, super. Alors, moi, je vais, à chaque fois que tu dis des mots un petit peu Oui, compliqués, pardon je d'avance. vais. Non, mais t'inquiète pas, c'est normal. Je vais, pour être sûr qu'on embarque tout le monde. Donc, c'est quoi un produit SaaS pour expliquer Alors, à en tout fait, le c'est tout ce monde? qui va être les services que tu vas vendre 100% en ligne. Donc, par exemple, là, c'était un logiciel pour que les entreprises puissent poster des offres de stage et d'emploi auprès des jeunes talents. D'accord. Voilà, Donc, Doctolib, je pense que beaucoup de personnes l'ont utilisé depuis, malheureusement, depuis le Covid. Hein, tout le monde connaît Doctolib. Et donc, moi, j'étais dans une boîte qui était, il y a quelques années, un de ses concurrents et qui a été racheté depuis. Donc, voilà, c'est le et type de service. alors, Célia, toi, tu es en Guyane. En Guyane, il y a une solution, locale de Doctolib ou pas du tout? Écoute, il y a plusieurs petites solutions, mais je ne sais pas si elles sont vraiment locales. Je ne sais pas s'il y a un D'accord. acteur implantant local pour cela, mais les professionnels de santé n'utilisent pas forcément Doctolib, mais ils utilisent d'autres plateformes. Donc, D'accord. je ne sais OK. pas te répondre. Ouais, parce qu'en Mm. en Guadeloupe, en Martinique, il y a une solution qui s'appelle Clicodoc. Ouais, Qui est assez utilisé. Ouais, ouais. Donc, voilà, ouais. bon, petit aparté. Alors, Mhm. merci pour ça. Euh, donc, la première question finalement qui me vient à l'idée, c'est qu'on imagine de créer quelque chose dans le service ou qu'on imagine de créer ou de vendre des produits Mhm. quand on est un entrepreneur, puisqu'aujourd'hui, on a pas mal d'entrepreneurs en herbe, en tout cas, voilà, qui veulent se lancer, qui sont porteurs de projets. Est-ce que la réflexion sur les tarifs, pour toi, c'est la première réflexion à avoir ou est-ce que finalement, on fait fausse route? Voilà, Ouais, je peux comprendre que ça puisse être la tentation parce que souvent, quand on est entrepreneur, on va assez vite vouloir faire tourner un business plan. Et c'est vrai que c'est important de le faire. Maintenant, ce qui est très important, c'est de se concentrer sur sa proposition de valeur, son produit, ce qu'on va vendre, parce que c'est ce qui va déterminer la structure de prix. Donc, j'ai envie de dire, il faut avancer dans l'ordre. Et pour moi, la première des choses à faire, avant même de se poser la question du prix, c'est d'être très clair sur sa proposition de valeur.
Donc déjà, être au clair sur le marché qu'on va adresser, quelle est ma cible, quelles sont ses caractéristiques, quel est son pouvoir d'achat par exemple, où est-ce qu'elle se situe, comment je pourrais la toucher. Et puis, quel est le problème de cette cible que je vais adresser, avec quelle proposition de valeur. Donc pour moi, c'est déjà la première étape. On ne fait pas aujourd'hui un webinaire sur le positionnement, mais le positionnement, c'est-à-dire la capacité à pouvoir indiquer sa proposition de valeur dans un marché et par rapport à d'autres acteurs concurrentiels, est un des éléments clés pour être capable après de fixer un tarif qui soit en cohérence avec ce positionnement. Donc je démarrais déjà par ça. Il faut avoir bien conscience de ce qu'on apporte comme valeur sur le marché, ce qu'on apporte comme valeur à son client, et ça part toujours du client avant de parler de son produit directement. Ce serait pour moi la première. C'est génial ce que tu dis. OK. Est-ce que tu peux, par rapport peut-être à des expériences passées ou des entreprises que tu as pu accompagner, de donner des exemples de ce que ça voudrait dire concrètement, voilà, cette proposition de valeur, cette offre, ce positionnement? Si je te donne l'exemple, par exemple, de Job Teaser, notre positionnement dans un marché concurrentiel où il y a énormément de job boards, tu vas avoir des LinkedIn, des météo jobs, des Pôle emploi, il y a énormément d'acteurs finalement qui sont sur le marché. Nous, notre positionnement unique, c'était d'être le seul acteur à pouvoir toucher les jeunes talents. Donc évidemment, tu peux avoir des offres d'emploi pour les jeunes sur LinkedIn ou sur une autre plateforme. Maintenant, nous, notre spécificité, c'est qu'on avait un canal direct d'accès à ces jeunes par les écoles, par leur job board. Et donc, du coup, notre positionnement, c'était d'être leader, donc numéro 1, sur le recrutement des jeunes talents. Et du coup, en étant sûr de cette proposition de valeur qui était unique sur le marché, ça nous donnait, si tu veux, une capacité à pricer notre offre par rapport à un marché qui ne proposait pas les mêmes services. Donc, ça nous permettait également de nous positionner dans un environnement concurrentiel où on savait que les RH qui allaient choisir notre offre allaient nous comparer à d'autres job boards comme un LinkedIn, comme un météo job, comme un Pôle emploi ou comme des acteurs de concurrence indirecte qui pouvaient être les forums auprès des écoles. Donc, en fait, ça permet en tout cas de savoir où est-ce qu'on se situe, à qui on va se comparer, à qui on va être comparé, qui sont les gens auxquels on s'adresse pour savoir, par exemple, quel est le budget qu'ils pourraient accorder à des services comme les nôtres. Et donc, c'est déjà la première étape. C'est la première étape pour moi de tout business. C'est déjà d'être au clair sur son positionnement et ce qu'on va offrir sur le marché. OK, d'accord. Très bien. Alors, même si j'ai l'intention de te réinviter sur ça, je sais que c'est vraiment ton dada, mais comment toi, tu définirais le positionnement? Qu'est-ce que c'est pour toi, ça? Alors, le positionnement, enfin, si tu veux, moi, j'ai un outil que j'aime beaucoup utiliser quand je parle de la marque et de comment on parle de son produit, c'est le Golden Circle, c'est-à-dire, c'est une matrice qui a été développée par un monsieur qui s'appelle Simon Sinek et que je vous invite à écouter, parce que c'est toujours hyper intéressant. Qui consiste à dire, quand tu vends un produit, il ne faut pas te contenter de vendre ton produit et de dire, voilà mon téléphone, quoi. Je vends un téléphone, super, il téléphone et il envoie des mails. Ce qui va, évidemment, les gens peuvent vouloir acheter un téléphone et ils vont s'y intéresser. Mais ce qui va faire qu'ils vont choisir un produit plutôt qu'un autre, c'est qu'ils vont être embarqués dans l'histoire de ce produit et qu'ils vont être embarqués dans ce que l'entrepreneur a comme vision du monde et ce qu'il a voulu mettre en place en créant ce produit. Donc, ce que dit Simon Sinek, c'est plutôt que de partir de ce que vous faites, de votre what, partez de pourquoi vous le faites, de why, quelle est la mission finalement que vous vous donnez quand vous créez une entreprise. Et je pense que tout le monde autour de la table aujourd'hui, vous êtes tous des entrepreneurs, et moi, je sais que j'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs. Il y a un truc qui vous a fait vous réveiller le matin en vous disant, moi, j'ai envie d'apporter cette valeur-là sur mon marché, en localité ou à l'international. Et souvent, c'est cette flamme qui vous anime, qui va être hyper intéressante à pousser auprès des clients. Une fois que vous avez raconté cette histoire-là, il faut quand même être capable de la remettre dans un contexte où les gens seront en mesure de vous choisir par rapport à d'autres acteurs. Parce que souvent, quand on choisit une solution, un produit, un téléphone, on le fait en comparant différentes propositions de services. Et c'est là que le positionnement est important. Votre positionnement, c'est votre manière d'exister unique sur le marché. C'est ce qui va faire qu'on va vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre. Donc, quand je prenais l'exemple de Job Teaser, on était numéro 1 sur le recrutement des jeunes talents. Quand on va être sur
iPhone, à l'époque, c'était le premier téléphone qui était aussi presque un petit ordinateur. Aujourd'hui, ils vont se différencier sur une vision, une intégration, des applications, que sais-je. Et ce qui est important quand on lance un produit, c'est de pouvoir dire qu'est-ce qui va être unique dans mon approche. Ça peut être différentes choses, ça peut être vos valeurs en tant qu'entreprise, ça peut être par exemple le fait de vous engager pour une cause particulière, ça peut être une expertise que vous avez développée qui est très spécifique, mais c'est très important d'avoir une chose dont vous allez pouvoir parler qui vous différencie des autres acteurs. Et ça peut être également une manière ça peut être une composante de votre prix, parce que si par exemple vous décidez de faire des t-shirts, mais ce que vous voulez mettre en avant dans ce t-shirt, c'est d'être le premier t-shirt de luxe créé en localité avec une forte identité de la Martinique, on va dire au hasard. Dans ce cas-là, ça va faire partie aussi de votre mix. Vous allez sans doute avoir un positionnement prix plus élevé parce que vous allez aller chercher un positionnement premium. Et dans ce cas-là, toute votre stratégie de prix, évidemment votre stratégie de production également, vont en découler. Donc, c'est vraiment un écosystème qui doit rester cohérent. Ça part de l'histoire que vous voulez raconter et votre positionnement doit être en raccord avec cette histoire, puis après votre pricing en raccord avec ce positionnement. Ok, génial. Je te propose qu'on en reparle de ça tout à l'heure avec des exemples concrets. Mais sur la partie tarif, puisque j'en parlais en introduction, souvent on va devoir intégrer du coup des prix pour ses produits et ses services, ou les deux, si on fait les deux, dans son business plan, dans son business model. Comment on s'y prend pour s'assurer finalement que, en tout cas, si on fait le point par rapport à soi-même, j'ai bien compris que quelque part, il faut que ça fonctionne pour soi en tant qu'entrepreneur, mais aussi il faut que ça fonctionne pour les clients, c'est-à-dire qu'on arrive à leur vendre nos produits ou nos services. Mais déjà, par rapport à soi, à quoi il faut faire attention quand on travaille sur le prix de ces produits, de ces services. C'est quoi un petit peu les conseils que tu peux donner aux personnes connectées aujourd'hui? Disons que la première chose, c'est que votre prix va être une des composantes essentielles de votre business plan. C'est ce qui va déterminer votre revenu et votre structure de revenu. Donc, je pense que la première chose à faire, et même si aujourd'hui, ce n'est pas mon expertise, je ne suis pas financière, mais la première chose à faire pour moi, c'est d'avoir un prix qui fonctionne dans le cadre d'un business plan et notamment qui va être capable de prendre en compte votre structure de coût. Donc, pour moi, il y a une composante dans la création d'un prix qui passe par réfléchir à sa rentabilité, à la structure de son coût et à comment je vais le répercuter dans la manière de créer mon prix. Ça ne veut pas dire que ça va être la seule chose que vous allez prendre en compte. Ça veut dire que si à un moment vous l'oubliez, vous pouvez vous mettre dans une difficulté au moment où vous allez vouloir atteindre une certaine scalabilité, c'est-à-dire faire grandir et avoir des économies d'échelle. Un exemple assez basique qu'on a sur comment on peut gérer le pricing et la rentabilité, dans beaucoup de modèles commerciaux, pour créer son prix, on va déterminer son coût de revient et on va dire, moi, pour que mon BPI flotte et que je puisse me rémunérer, il faut que je m'applique un taux de marge de un certain pourcentage que je vais déterminer. Je vais dire, mon COEF, ça doit être du 1,4 parce que je suis une grande surface, ou ça doit être du 2,5 parce que je fais du luxe, j'en sais rien, je donne des chiffres au hasard. Alors, juste pour comprendre, du coup, ça serait qu'il faut que je fasse du 2,5 fois ça, enfin que mon prix soit 2,5 fois mon coût de ma revient. Marge, mon coût de revient, voilà, mon coût de revient. Voilà, pour déterminer mon prix. Ou moins que ça, parce que je suis sur un business où il y a des gros volumes, par exemple. Mais ça peut être une des manières de construire son prix, de partir de son coût, de ses charges, et de dire, moi, ce qui me rendrait heureux, c'est de pouvoir appliquer ce pourcentage de marge-là. C'est ce qui me fait flotter, c'est ce qui amortit le reste de mes coûts, qui me permet d'investir dans ma R&D, que sais-je. Et du coup, on peut appliquer cette règle-là. Il y a beaucoup de commerces aujourd'hui qui fonctionnent comme ça, et ça fonctionne très bien. Alors, là, c'est intéressant. On a une question de Marie-Ange qui dit qu'elle est couturière. Voilà, et elle se pose des questions sur sa fixation de prix. Voilà, elle se demande, est-ce qu'elle demande trop cher ou au contraire trop peu? Donc là, c'est intéressant parce que du coup, c'est une activité, je pense, un peu d'artisanat ou de service, mais où je pense qu'elle n'est pas sur quelque chose d'industriel, elle est sur quelque chose où elle fait peut-être du sur-mesure par rapport à la demande de ses clients. Comment, dans ce cas de figure,
tu penses qu'on peut s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faudrait poser comme hypothèse? Enfin, une approche, en tout cas, peut-être que moi, Ouais, j'aurais peut-être quelque chose à compléter. bien Qu'est-ce qui sûr, te bien sûr. semblerait Ouais. intéressant de faire? Alors, dans ce cadre de figure-là, déjà, je commencerai par me poser la question de ma structure de coût. Toujours ce que je disais à l'instant, j'imagine qu'elle a de l'équipement, qu'elle a sa machine à coudre, qu'elle doit avoir du fil, du tissu, que sais-je. Donc, déjà, savoir un peu ce que lui coûtent les différentes prestations qu'elle va proposer. Et après, la question qu'elle doit se poser, c'est sur quel élément de valeur elle va baser son pricing. Je m'explique. Quand on achète quelque chose ou un service, par exemple, souvent, il y a un indicateur qui va qui va amener à comprendre le prix. C'est ce que j'appelle la value métrique. Donc, par exemple, les forfaits de téléphonie à l'époque, on me disait, ben voilà, plus vous prenez d'heures d'appel, plus ça va coûter cher. OK. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. On va plutôt dire, ben voilà, les appels ils sont tout le temps illimités, merci Free. Mais par contre, ce qui va coûter cher, c'est la data. Donc, plus vous prenez de la data et plus ça va vous coûter cher. Donc, moi, la question que j'ai envie de poser à madame, j'ai pas retenu le prénom, désolée. Marie-Ange, ouais. Marie-Ange, Ouais. c'est qu'est-ce que tu as l'intention de facturer. Moi, je vois deux modèles. Un modèle qui pourrait être au temps passé, donc qui consisterait à dire, voilà le tarif horaire que j'aimerais prendre en compte. Et dans ce cas-là, elle peut mesurer le temps qu'elle passe pour les différentes prestations, voire faire un devis sur certains travaux de couture où il y aurait par exemple une robe particulière à faire et qui prendra un peu plus de temps. Donc ça peut être une première chose. Après, elle peut aussi avoir un modèle de prix qui soit au forfait en disant, voilà, un ourlet, ça doit coûter tant. Et elle peut construire ce prix-là en fonction du temps qu'elle estime devoir y passer et du matériel qu'elle va devoir utiliser. Ça lui permet aussi d'avoir une approche de sa rentabilité. Donc moi, OK, je ferais alors, déjà ouais, ça. ouais. Vas-y, Je t'en prie, dis-moi. je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Ouais. Non, j'allais continuer en disant, Ouais. je prendrais aussi le temps de comparer mes tarifs avec les tarifs qui sont pratiqués sur le marché. Donc voilà, je pense que dans les forums ou même sur les réseaux sociaux, on peut trouver des gens qui ont peut-être des offres qui sont similaires et voir les tarifs qui sont pratiqués. C'est vrai que c'est important de pouvoir rester dans une dynamique marché. Si jamais il y a des choses qui la différencient des autres dans son approche, dans les matériaux qu'elle utilise, dans la rapidité d'exécution, par exemple, ça revient un peu à ce que je disais au début, quel est son positionnement. Il ne faut pas qu'elle hésite à le valoriser aussi. J'en sais rien, si c'est la couturière la plus rapide de l'Ouest, peut-être qu'elle peut dire, voilà, j'ai un forfait classique et puis j'ai un forfait urgence et je le facture 50% plus cher. Donc, ça part, c'est ce genre de réflexe-là que j'aurais pour lancer un business comme ça. OK. Alors, tu as dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, Donc, si, donc, si j'essaye de synthétiser, tu vas me dire si je suis bon, c'est que déjà, Marie-Ange, mais d'autres, tu disais, un petit peu faire la liste des coûts. Donc tu as parlé de ce qu'on pourrait assimiler à des coûts fixes, c'est-à-dire que potentiellement, quand je suis une couturière, j'aurais besoin d'une machine à coudre, peut-être de deux. Alors, Marie-Ange, je n'ai pas spécialiste, et surtout pas moi. Donc, voilà, donc tu auras besoin de matériel a priori. Donc tu auras besoin de ce que j'appellerais donc ces coûts fixes qui seraient des choses que tu dois acheter qui sont un petit peu ce qu'on appellerait des immobilisations, des choses qui vont te durer quand même, qui vont te durer plusieurs années, peut-être, alors je ne sais pas, une machine à coudre, combien de temps ça dure, est-ce que c'est 10 ans, est-ce que c'est 5 ans, est-ce que c'est 20 ans, etc. Donc tu vois, un certain nombre de choses comme ça, a priori. Et puis, tu auras finalement des coûts variables, c'est un petit peu ce que tu disais, Célia, c'est en fonction des tissus, etc., il y aura à s'approvisionner sur ces tissus. Il y aura peut-être besoin d'avoir tout le matériel qui permet à une couturière de travailler pour mesurer, pour découper, etc., etc. Voilà. Il y aura peut-être un loyer, il y aura tu parlais de l'abonnement téléphonique, il y aura l'abonnement téléphonique, etc. Donc, finalement, il faut lister tout ça. Ouais, il faut avoir Voilà, donc, en gros, d'un côté, j'ai mes coûts fixes et je vais pouvoir dire, par exemple, que si ma machine à coudre me dure, par exemple, 5 ans, je vais pouvoir diviser, entre guillemets, ces coûts en 5 fois 12 mois. Ça me donnera un petit peu le coût de ma machine
par mois, et puis j'aurai des coûts de toute façon mensuels, comme mes abonnements, Internet, etc., etc., etc. Et donc ça fait que, entre guillemets, ce que disait Célia, c'est que si tu ne couvres pas pour ces coûts-là, bah, c'est compliqué déjà. C'est-à-dire que il va falloir réussir à trouver une entreprise où ces coûts vont être couverts, parce que sinon, tu as une association, entre guillemets, mais tu n'as pas une entreprise parce que tu ne dégages pas de la marge. Et tout à l'heure, Célia, tu disais qu'il y a certaines entreprises qui disent, véritablement, après, elles vont imaginer, on va faire quelque chose de standard. Elles vont imaginer qu'elles vendent tant de produits, elles vont regarder la marge par rapport à tous les coûts et les ventes des produits, et puis elles vont multiplier par un chiffre, un coefficient. D'accord? Donc, ça peut être une approche. Une approche aussi, alors, Marianne, je ne sais pas exactement ce que tu fais, tu as des produits variés, mais imaginons demain que tu fasses, tu sais que tu vas faire à peu près, tu imagines un volume par prestation, potentiellement. Tu peux te dire, je sais que j'imagine que j'aurai à faire 2 robes par mois, j'aurai à faire tant d'ourlets, beaucoup plus, etc. En mettant des prix en face, ça permettra de voir quel va être le chiffre d'affaires par rapport au coût. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même important parmi les coûts, c'est ce que tu vas pouvoir, toi, te payer. Et ça, c'est un point qui est quand même important. Tout à fait. Parce que là, pour le coup, il faut se faire accompagner parce que le salaire, ce n'est malheureusement pas la différence entre le chiffre d'affaires et les charges. Voilà. Un point important. Un point, c'est qu'il faut prendre en compte, par exemple, tes congés. C'est-à-dire que quand tu es salarié, ton salaire, que tu travailles ou pas, que tu sois en vacances ou pas, tu es payé, quoi. Alors que là, si tu crées ton activité, il faut que tu factures suffisamment dans la période d'activité pour ne pas être en galère quand tu prends des vacances. Donc, il faut déjà l'anticiper. Je dis ça également pour les freelances autour de nous. C'est très important de prendre en compte aussi les périodes d'inactivité, les périodes de creux. Je pense à Jérémy qui a posé une question aussi sur son activité. Ça fait partie des choses à prendre en compte quand tu vas fixer ton prix. Et on répondra à ta question juste après, Jérémy. Ouais. Et du coup, j'irai un cran plus loin parce que tu m'y fais penser, c'est finalement de se dire que quand on est un entrepreneur, on est un technicien, donc entre guillemets, Marie-Ange, tu es la couturière, donc tu es la technicienne, entre guillemets, qui réalise les magnifiques vêtements sur mesure. Mais tu es aussi un manager, parce que il faut pouvoir aller chercher des clients, il faut pouvoir gérer la comptabilité, etc. Et puis tu es aussi le vrai entrepreneur qui doit avoir la vision pour savoir comment il va continuer à développer son entreprise, qui doit réfléchir à de nouveaux produits, à de nouveaux services, etc. Et on ne peut pas être les 3 personnes en même temps. Et ce que dit Célia est vrai, du coup, en termes de congés. Et donc, du coup, c'est aussi vrai dans la semaine. Il ne faut pas imaginer, si on a une logique un petit peu horaire, de se dire que si, par exemple, je peux faire une robe en 8 heures, que je peux faire, du coup, 7 robes, on va dire plutôt 5, on va quand même pouvoir se reposer le week-end, mais 5 robes par semaine, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que il faut essayer d'imaginer, de se dire que globalement, à peu près un jour par semaine, on aura à gérer son administratif, et puis un autre jour, on aura à gérer autre chose. Donc, globalement, que toi, Marie-Ange, voilà, communication, par exemple. Donc, voilà, c'est ça. Donc, on va se dire globalement, même si ce n'est pas exactement 3 jours dans la semaine, mais que tu dois pouvoir te dire que tu vas pouvoir travailler effectivement en tant que technicienne. Attention, quand je dis technicienne, c'est-à-dire de façon opérationnelle sur ce que tu vas réaliser, que 3 jours. Et puis peut-être qu'en fait, tu vas te rendre compte que c'est que 2 jours, parce que si tu décides que tu veux, si tu mets bout à bout les congés que tu veux prendre dans une année, peut-être que ça revient à 1 jour par semaine, ou en tout cas 1 jour par mois ou 2 jours par mois. Donc, déjà, là, ça permet effectivement, d'avoir listé tous les coûts, et 2, de revenir un petit peu dans la réalité pour se dire, en fait, il ne faut pas que quand je fasse mes calculs et mes multiplications, que je sois sur un volume horaire qui n'est pas réaliste. Donc ça, c'est cool, c'est ce que tu nous as dit, c'est bien. Et puis la deuxième chose que tu nous disais, c'était que finalement, un prix, c'est, en général, il existe des produits
qui sont déjà un petit peu vendus, sûrement, il y a de la concurrence. Et en général, quand il y a de la concurrence, c'est bien, ça veut dire qu'il y a un marché qui existe. Donc, en tant que couturière, potentiellement, tu peux réussir à avoir, ce que disait Célia, un peu les prix qui sont déjà pratiqués. Voilà. Et du coup, Marie-Ange rajoutait qu'elle passe beaucoup d'heures pour un vêtement pour avoir la qualité. Ouais. Du coup, ça veut dire que ça doit être dans ton coût. Et c'est quelque chose, du coup, il faut réussir à expliquer aux clients. Absolument. C'est-à-dire que là, tu es sur un produit qui est plutôt haut de gamme, hein, si c'est quelque chose où il y a de la technicité, où il y a de la création. Et donc, dans ta structure de coût, ça doit jouer. Ça veut aussi dire, si tu es sur une stratégie de prix haut avec un positionnement haut de gamme, hein, peut-être pas très haut de gamme, mais en tout cas haut de gamme pour valoriser ton expertise, qu'il faudra que tu prennes de ton temps pour raconter tout ça. Parce que les gens doivent évidemment percevoir sur la qualité de ton produit que tu y passes beaucoup de temps et que c'est top, mais il faut aussi leur raconter ce que tu fais, peut-être montrer sur une vidéo comment tu crées ta robe, quels sont les matériaux que tu utilises. En tout cas, tous les business models où tu es sur un produit qui fait rêver intègrent une part de marketing et de communication important. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que derrière, ça coûte un peu de sous de pouvoir faire du marketing en production de contenu, en sponsoring de contenu. Peut-être que tu iras sur des salons ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, pour t'assurer que ton business plan il tourne bien, il faudra l'intégrer aussi dans ta structure de coût. Ok, super. Donc, on peut aussi répondre du coup aux questions un petit peu de Jérémy. Ouais. Alors, Voilà. Jérémy, tu disais que, voilà, que tu es consultant et que du coup, est-ce qu'on doit accepter de pratiquer des tarifs plus bas? Alors moi, je te déconseille de faire ça parce que les gens peuvent se méfier. S'ils voient un prestataire qui a un tarif qui est vraiment en dessous du marché, ils vont se dire, en fait, le mec, il est mort de faim, il ne travaille pas et donc, du coup, c'est peut-être juste qu'il ne travaille pas bien. Donc, j'aurais plutôt tendance à te dire, fixe un tarif qui est en cohérence avec ta prestation. C'est-à-dire qu'évidemment, tu ne vas pas mettre le même tarif si tu as 2 ans d'expérience que si tu as 15 ans d'expérience. Et ça, c'est normal. Les gens comprendront qu'un junior ait un TJM, un taux jour-homme moins important qu'un senior qui a 15 ans d'expérience. Par contre, ils ne comprendront pas, et potentiellement, ça peut dévaloriser ton travail, qu'à expérience équivalente, tu sois 50% moins cher que le marché. Donc, moi, je te conseillerais plutôt de construire une structure de coût qui est en cohérence avec ton profil, en cohérence avec les tarifs pratiqués sur le marché. Et ça, pour le coup, c'est des choses qui peuvent être communiquées. Et de te tenir à ce coût-là, coûte que coûte, quoi. Et je dirais même que je privilégierais plutôt, dans les moments où je ne travaille pas, d'aller faire de la prestation, pas de la prestation gratuite, mais d'aller, par exemple, créer des contenus autour de ton expertise, travailler pour toi, finalement, à bien valoriser ton travail, plutôt que de travailler 50% de ce que tu vaux pour une boîte qui du coup, ne percevra pas ta vraie valeur et peut-être dévalorisera ta valeur au final, quoi. Donc voilà, si tu as entre 2 contrats, privilégie plutôt de travailler sur ton branding personnel que de prendre n'importe quel contrat à tout prix, quoi. C'est pas une bonne stratégie. Ce que tu dis, Célia, c'est assez intéressant. C'est en fait de dire que quand on débute, un prospect va potentiellement dire, bon, écoutez, prouvez-moi ce que vous savez faire. Or, on débute. Donc, l'idée de Célia, c'est pas de dire, de brader la prestation en se disant, bon, effectivement, je n'ai pas encore prouvé, donc je vais brader mes prix. Ça peut créer quelque chose, une vraie distorsion, en ce sens que finalement, vous n'avez peut-être pas, réussi à réaugmenter les prix parce que le client va dire, si tu l'as fait à ce prix-là, c'est que tu peux le faire. Et deuxièmement, potentiellement, ça va cristalliser le fait que, on va se dire, bon, en fait, peut-être que les prix que vous aviez annoncés, c'était pas les vrais. Donc, ça va même, entre guillemets, éduquer les gens à vouloir sans arrêt négocier avec vous. Exactement. Et ce que dit Célia qui est assez passionnant, c'est de se dire finalement que aujourd'hui, notamment grâce au web, grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout ça, finalement, il faut que vous arriviez à combler l'incertitude qu'ont vos prospects et vos clients. Et donc, Jérémy, de se dire que finalement, si pendant les moments où
peut-être que tu n'as pas eu ce client parce qu'il t'avait dit, si tu ne fais pas à moins 50%, je ne viens pas. Tu travailles pour, entre guillemets, créer du contenu où on s'en rend compte, par exemple, d'un site web que tu as été capable de créer ou d'une application ou que sais-je. Voilà. Là, finalement, il n'y aura plus d'incertitude sur ce que tu veux faire. De plus en plus de gens vont connaître ton travail et globalement, ça va attirer les personnes qui doivent être tes clients et tes tarifs ne doivent pas globalement du coup être négociés. Et, alors effectivement, ce que disait Célia, c'est que tu vas avoir ton expérience qui compte, donc ça doit être justifié, mais le fait de baisser ces tarifs, ce serait potentiellement une mauvaise idée. Okay. Voilà, il faut que tu fixes ton tarif en conscience par rapport à ce que tu vaux sur le marché. Et une fois que tu es vraiment serein sur ce que tu as construit, ne baisse pas, quoi. Ok, super. Bon, on a vu pas mal de choses. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais un petit peu, d'autres conseils que tu voulais partager un petit peu sur les tarifs s'il y a d'autres conseils un petit peu de choses qu'on n'aurait pas abordées? Je repensais à la question de Marie-Ange. Elle me disait qu'elle allait faire un peu de bench sur les autres choses qui se pratiquent sur le marché. Je pense que c'est un très bon réflexe. Okay. Alors, sur des vêtements, il n'y a pas forcément 1 milliard de choses à regarder, mais il faut bien benchmarker à la fois les concurrents directs, mais aussi les concurrents indirects. Donc, sur l'habillement, c'est peut-être pas pertinent, mais je pense à d'autres services. Par exemple, si tu penses à un service de location de trottinette, par exemple, de ne pas juste regarder les autres acteurs de location de trottinette, mais peut-être les acteurs qui proposent, j'en sais rien, des acteurs type Uber ou des acteurs de bus. C'est juste pour avoir une idée du prix que les gens sont prêts à payer pour la prestation et pas juste pour votre solution en particulier. Ça peut être un indicateur intéressant et complémentaire pour avoir une idée des moyens possibles. Et après, il y avait un autre point que j'avais en tête, un autre réflexe à avoir pour moi quand on définit son prix, c'est de le tester sur le marché. Donc, il y a plusieurs manières de le tester. Hein. On peut penser... par exemple, à avoir une landing page et de voir comment les choses se passent dans un premier pré-test. Après, ce qui se fait beaucoup, en tout cas ce qui se faisait dans le secteur de la tech, c'est de pouvoir poser des questions aux utilisateurs, donc d'avoir une démarche de recherche utilisateur aussi sur les prix et de pouvoir dire, par exemple, voilà, tu montes ta création, tu montres un prix et tu fais tester aux gens en leur disant, alors, est-ce que ça te paraît bien, est-ce que ça te paraît cher, est-ce que ça te paraît pas cher, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça peut être de la recherche utilisateur, avec des entretiens qualitatifs. Donc, là, en l'occurrence, sur un service de couture, faire venir plusieurs personnes de la cible ou même des personnes de ton entourage qui pourraient te dire comment elles se positionnent par rapport à ça. Il faut faire juste attention à une chose, c'est que les gens, ce ne soient pas des gens trop proches ou qui aient trop envie de te faire plaisir, parce que tu n'as pas envie qu'on te fasse plaisir, là, tu as envie qu'on te dise de vrais trucs, donc c'est le moment d'aller chercher les gens un petit peu coriaces. Mais en tout cas, ça peut être hyper intéressant, parce que peut-être que les gens vont te dire, moi, quand je vois ça, ça me fait penser à tel créateur, et oui, je suis capable de mettre une valeur plus importante dessus. Ou alors, ils vont te dire, écoute, moi, si les boutons ne sont pas faits comme ça, j'estime que c'est comme du prêt-à-porter et je ne vois pas l'intérêt de l'acheter en sur-mesure. Donc, ça peut être une mine d'informations pour toi et aussi de savoir comment ton prix est perçu. Donc, soit tu leur dis combien vous soyez prêt à mettre pour tel article, soit tu leur poses la question en leur disant, voilà, moi, je le mets à tel prix. Est-ce que tu trouves que c'est pas cher, un prix raisonnable, trop cher? Tu fais un peu une échelle comme ça et tu vois comment les gens réagissent. J'ai un petit conseil à donner là-dessus, c'est que pour moi, si le client te dit c'est le bon prix, c'est que c'est pas assez cher. Il faut plutôt, parce que si ça ne fait pas un minimum mal, entre guillemets, au moment de l'acquisition, c'est que peut-être qu'ils auraient été prêts à mettre un petit peu plus cher pour avoir cet article-là. Okay. Le but, ce n'est pas de dire qu'il faut que ce soit le prix moyen qui gagne, c'est plus d'avoir un peu une idée de comment le prix est perçu de la part de ta cible. Ok. En gros, ce que tu dis, c'est qu'il faut qu'il y ait un petit peu il faut quand même qu'il y ait un petit peu de résistance, quoi. Si la personne dit oui en 2 secondes, c'est que c'est pas le bon prix. Et puis, effectivement, une autre approche qui est aussi dans le monde startup, c'est finalement
Si vous avez imaginé un produit qui est assez élaboré, c'est peut-être déjà d'en faire peut-être un prototype, donc c'est-à-dire une version, ça peut être un service ou un produit qui n'est pas encore ce que vous rêvez de faire, mais déjà potentiellement de tester et de vendre vraiment, d'aller voir la personne qui est votre client idéal et de lui vendre le produit. Si elle ne l'achète pas, ça va être plusieurs raisons. Donc, Célia a bien exposé. Peut-être qu'effectivement, ça ne correspond pas à une demande. C'est peut-être que votre discours en termes d'éducation, ce que vous racontez ne fonctionne pas, mais ça peut être aussi le tarif. Et donc, ça vous permet un petit peu de faire vos tests comme ça. Moi, sur la partie tarif, il y a quelque chose qui me passionne quand même, puisque tu l'as dit tout à l'heure, c'est que le prix, c'est finalement celui qu'on fixe par rapport à son positionnement et qu'il va y avoir des produits ou des services qui vont pouvoir être facturés du simple au double, au triple, et c'est exactement potentiellement le même produit, sauf qu'il n'est pas vendu à la même cible, avec le même discours, avec la même résonance de marque, etc. Et ça, c'est assez passionnant. Et souvent, moi, j'aime bien pour expliquer en gros en quoi les prix sont complètement arbitraires et malléables, prendre l'exemple d'une maison, tu vois, d'une maison. Et aujourd'hui, c'est assez parlant. Par exemple, pour moi, il y a 4 approches et il y a un bouquin que j'aime bien qui s'appelle le Personal MBA, je vous mets ça dans les notes, de Josh Kaufman, où il parle de ça. Globalement, quand vous avez une maison, imaginez que vous cherchiez à acheter une maison. Une approche, ça peut être de se dire, si je devais refaire cette maison, combien ça me coûterait? Donc ça, c'est une approche du prix en termes de valeur de remplacement. Et là, c'est intéressant parce que ça montre que les prix peuvent énormément varier. Par exemple, là, aujourd'hui, en ce moment-là où je vous parle, avec les crises Covid, puis crise qui est en ce moment avec la guerre en Ukraine, ça fait que les coûts des matériaux ont énormément augmenté. Il fait qu'aujourd'hui, finalement, construire une maison est potentiellement plus cher par rapport au coût des matériaux, au coût des transports, notamment si on veut faire une maison en Guyane ou aux Antilles. Donc ça fait que finalement, les vendeurs qui ont une maison ont en ce moment le vent en poupe parce qu'ils peuvent se permettre de dire ben non, ma maison vaut tant parce que si tu devais faire exactement la même maison, c'est ce que ça te coûterait. Donc moi, j'aime bien cette logique-là. Tu as une autre logique, et ça, tu l'as évoqué, c'est la méthode de comparaison. Donc, c'est le conseil que tu donnais à Marie-Ange. C'est le fait de dire, je regarde, s'il y a une maison qui est en vente, je peux regarder dans le voisinage quels sont les prix des autres maisons. Ça me permettra de voir si cette maison elle est finalement dans le prix ou à un prix trop élevé ou trop faible. On voit un petit peu quand on regarde Maison à vendre, je ne sais pas si vous regardez avec Stéphane Plaza, mais il fait toujours ça. Il emmène la personne qui vend sa maison un petit peu dans le voisinage pour qu'elle se rende compte potentiellement, en général, qu'elle l'a mise un peu trop cher. Donc ça c'est une approche que j'aime bien, donc ça c'est assez logique. Et souvent on n'a pas la logique de remplacement. Et ça c'est génial de cette approche-là de remplacement parce que en gros, si vous avez bien pensé votre produit ou votre service et que c'est vraiment quelque chose qui est important pour un client, lui, en fait, c'est une douleur pour lui de se dire « Waouh, si Célia ne me vend pas son produit, je devrais le faire moi-même potentiellement. » Donc ça, c'est une valeur qu'il faut prendre en compte aussi. Alors, il y a une autre valeur. C'est un petit peu plus financier, mais c'est très important, c'est de se dire quelle est la valeur actualisée de votre produit ou service. Globalement, quand on vend un produit, et ça c'est très important, ou un service, on peut se dire que si votre prospect vous dit « Ah, je n'ai pas cet argent-là, ça me semble trop cher », il faut questionner pourquoi ça lui semble trop cher. Et si vous avez la possibilité de lui montrer ce que ça va lui permettre en termes de bénéfices, ça c'est incroyable. Si on prend l'exemple tout à l'heure de Célia sur Job Teaser, qui était une solution pour aider, pour pouvoir les entreprises à dénicher des talents, un discours commercial, ça peut dire ne regardez pas le prix. Aujourd'hui, si demain vous arrivez à avoir ce talent-là, qu'est-ce que ça va
avoir comme impact pour votre Qu'est-ce que entreprise? ça va vous rapporter, quoi? Qu'est-ce que ça va vous rapporter? Ah ben Mmh. effectivement, j'ai vraiment besoin de ce talent-là parce que ça me manque dans mes équipes. Il ne faut surtout pas que je me trompe, mais je sais que si j'ai cette personne-là, ça me permettra de doubler le chiffre d'affaires, par exemple. Voilà. Donc, c'est ça la valeur actualisée. Si vous arrivez à démontrer au client que le fait que votre solution, votre produit, votre service va vraiment permettre de lui faire passer un cap et qu'il arrive à, entre guillemets, valoriser cela, c'est génial. Mmh. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps. Quand je viens avec une solution, alors moi, effectivement, je suis plus dans la partie web, mais quand je viens avec une solution, je dis à une personne, par exemple, regardez le temps que vous perdez ou regardez, vous payez pour ça, 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 ça. Demain, quand je vous apporte ça, vous pourrez économiser sur ça, ça, ça. Donc, en fait, mon Mmh. produit, ce n'est pas le coût du produit qui va être à 200, 300, 100 euros, c'est globalement les économies que je vais pouvoir faire. Mmh. Donc, c'est vraiment la valeur actualisée du produit. Mmh. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment important, et ça, tu le disais, et c'est lié à la cible que l'on va choisir, ben, c'est la comparaison de valeur. C'est-à-dire qu'un produit n'a pas la même valeur en fonction du segment client. Il faut essayer d'identifier des segments clients pour lesquels votre produit aura le plus de valeur. Si je prends encore Mmh. l'exemple de la maison, là, je suis en train de regarder là par la fenêtre une maison qui me plaît bien. Je sais qu'elle est en vente. Donc, je ne peux pas dire au propriétaire de la maison combien je suis intéressé par cette maison. Moi, cette maison, elle a plus de valeur que pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ça me permettrait de rester dans un quartier que j'aime bien, de rester près de mes amis, de rester près de l'école de mon fils, globalement d'avoir un déménagement qui serait assez cool en termes de distance, de logistique, etc. Si jamais le propriétaire l'apprend, ben, je suis un petit peu pris, enfin, entre guillemets, parce qu'il saura que pour moi, sa maison, elle a une valeur qui est au-dessus de la valeur du marché parce que j'ai envie de conserver, des choses qui sont importantes pour moi. Donc ça, c'est des petites choses que je voulais vous partager aussi et avec toi aussi, parce que c'est moi, en plus de tout ce qu'on a dit, et on voit comment les tarifs, c'est vaste, mais ça, je me mets toujours ça en tête. Je me dis, pour ne pas que la personne se focalise juste sur le prix, il faut soit que j'arrive à lui montrer si elle devait remplacer, si elle devait passer par quelqu'un potentiellement, ce que ça voudrait dire. Et c'est là, tu parlais tout à l'heure de quelqu'un qui va vite. Mmh. Quelqu'un qui va vite ou qui est performant parce qu'il a de l'expérience, ben, il peut être à un prix plus élevé parce qu'il va délivrer une qualité, Tout à fait. etc. Donc ça, c'est un Ouais. exemple. Ça peut être aussi que, du coup, on va nous comparer, donc ça, c'est le truc classique, mais ça peut être de dire à la personne, voici ce que vous économisez, voici la vraie valeur de ce que vous achetez. Et Et je puis, dirais même plus, ouais, si tu as si tu as, par exemple, en tant que consultant, déjà eu des clients avec lesquels tu as travaillé et auxquels tu as ouais, prouvé ta valeur, tu peux ouais, te créer des business cases, enfin, tu vois, des petits cas clients comme ça que tu peux fournir à tes prospects en leur disant: «Bah, voilà, effectivement, mon service coûte tant, mais regardez, en faisant ma méthode, en appliquant, ma proposition de valeur, telle personne a gagné, a économisé tant d'argent, a rapporté excellent, tant de business en plus, excellent, parce qu'on peut démontrer justement la valeur, pour un autre client. C'est des excellent, bons outils de excellent. marketing. Ouais. Et c'est là, même si on va en parler la prochaine fois, parce que Célia va me faire déplacer un webinaire juste pour que je sois sûr que ça soit elle qui la co-anime. Mais c'est de ça dont on va parler dans le webinaire prévu sur le positionnement, parce que ça change tout. Tu le disais un petit peu, mais le fait de faire un produit pour tout le monde, potentiellement, c'est de le faire pour personne. Si demain, vous arrivez à créer un produit qui répond exactement aux problématiques d'un segment client identifié, que vous soyez donc le meilleur sur cela, ça fait que du coup, vous êtes hors marché, c'est l'art du positionnement. Ça veut dire que vous êtes incomparable et que du coup, vous êtes, entre guillemets, libre de fixer un prix à condition que finalement le client l'accepte. Mais il ne pourra pas vous comparer parce que vous êtes incomparable, parce que vous avez créé quelque chose d'incomparable. Alors, Là, du c'est coup, le ça, sweet. mais ça, on ne spoil pas, on va traiter ça la prochaine fois. Il y avait une question de Vanessa que je trouve intéressante. Moi, j'ai mon petit avis sur la question. Elle nous dit, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on doit différencier ses prix pour un particulier ou
une grande industrie, un groupe, voilà, quels sont nos conseils sur cet aspect? C'est pas simple sans savoir de quel produit il s'agit parce qu'il y a un peu, Ouais. il y a un peu deux approches. Tu as une première approche qui consiste à considérer alors, je suis désolée, je l'ai en anglais, la willingness to pay, c'est-à-dire la capacité de paiement des différents acteurs et qui pourrait pousser à faire un prix supérieur pour une entreprise que pour un particulier. Et il y a des modèles, qui sont comme ça et qui vont valoriser plus un service pour une entreprise que pour un particulier en prenant en compte justement cette faculté à payer. Il y a une autre approche qui consiste à dire, moi j'ai un service et j'ai une structure de coût et en général, lorsque tu passes sur un business B2B, tu vas avoir des plus grands volumes. Donc du coup, tu vas avoir une structure de coût qui sera un petit peu différente et du coup, par construction, le tarif appliqué peut paraître un peu moins élevé. J'en sais rien, si par exemple tu vends des t-shirts et que tu en as vendu 1000 à une entreprise là où le particulier va en avoir un ou deux, évidemment que tu auras un prix qui sera inférieur pour l'entreprise. Donc ça va vraiment dépendre en fait du type de service que tu proposes. Je ne sais pas si tu veux élaborer là-dessus, Manu. Manu, je ne t'entends plus de mon côté. Ouais, je suis là. Un, deux, un, Voilà. deux, je Donc suis voilà, beaucoup. C'est bon? je Ouais. me pose un peu la Ouais. question de quel type de service il s'agit. Je ne vois pas une réponse directe à ça. Non, c'est clair. Moi, je donne mon exemple particulier. Des fois, c'est un petit peu établi qu'en fonction du segment client, les tarifs seront différents. Donc, moi, par exemple, je suis dans la formation. Oui. Ben, dans la formation, Pôle emploi, par exemple, négocie des tarifs très fortement parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a la logique de volume. Il y a un seul client, entre guillemets, qui est Pôle emploi et qui, du coup, va prendre en charge les formations des demandeurs d'emploi qui peuvent, du coup, représenter un volume important par territoire. Et puis, il va y avoir des tarifs pour les entreprises. Et puis, c'est aussi par rapport au levier de financement. Donc, d'un côté, il va y avoir Pôle emploi qui finance. Et puis, par exemple, pour les entreprises, il y aura un levier de financement qui sont, par exemple, via les OPCO, qui sont des organismes qui financent, ou via le plan de formation interne. Et ça fait qu'on peut avoir des tarifs totalement différents. Et par exemple, en ce qui nous concerne, nous, on peut avoir des tarifs qui sont à x2 entre ce qu'on va facturer à Pôle emploi pour un demandeur d'emploi et à une entreprise. Mais c'est comme ça, c'est construit. Donc, dans certains marchés, c'est normal. Effectivement, il faut regarder cela. Maintenant, je trouve que quand on est freelance, c'est-à-dire ou prestataire de services, il y a des composantes où vous pouvez être flexible sur votre prix si on vous demande quelque chose qui n'est pas sur mesure. On ne vient pas dans votre boutique vous acheter quelque chose, mais on vous demande une proposition pour un service. Il y a tous les points dont on a parlé, et notamment le point où vous devez essayer d'imaginer quelle est la valeur actualisée pour le client, c'est-à-dire lui, combien vous allez vraiment lui soulager sa souffrance actuelle et comment vous allez lui permettre d'avoir vraiment un potentiel grâce à ce que vous allez lui apporter. Et donc, ça fait que pour certains clients, comme vous savez ça, vous allez pouvoir faire un devis qui est potentiellement 2 fois plus élevé qu'un autre client. Il y a aussi d'autres ressources. Par exemple, le temps. Imaginons qu'un client vous contacte et vous dise « il me faut ça pour demain ». Ou pour dans une semaine. Or, normalement, vos prestations, c'est un mois. Finalement, ce n'est pas choquant en faisant l'éducation du client, lui expliquant ce que ça va vouloir dire pour vous en termes d'organisation, etc., que votre prix il soit multiplié par 2 ou par 3. Il y a, par exemple, tout ce qui est en termes de flexibilité. Imaginons qu'un client vous dise « Bon, on travaille ensemble, mais à condition que tous les mercredis de telle heure à telle heure, vous soyez disponible. » Normalement, ce n'est pas votre organisation. Donc, en fait, en fonction des demandes des clients, le fait qu'il soit dans l'urgence, le fait qu'il ait des conditions très particulières, ça va faire que vous allez pouvoir changer les prix. Et c'est très important ce que disait Célia tout à l'heure, et ça, il faut vraiment le retenir dans ce webinaire, c'est que
vous avez le droit d'être dynamique sur les prix, parce que quelquefois, une variation de prix de 10%, de 20%, de 50%, de 100%, ce n'est pas du tout la même histoire pour votre entreprise. Tout à l'heure, Jérémy disait, est-ce que je peux augmenter les prix? Souvent, j'ai du mal à augmenter ces prix, alors que quelque part, si on a un prix qui est dédié, on a moins de difficultés à faire le chiffre d'affaires qu'on a imaginé pour réussir à vivre de son activité. Je prends quelque chose qui est assez choquant pour que tout le monde puisse comprendre. Imaginons que j'imagine un produit ou un service que je vais pouvoir vendre à, on va dire, à 100 euros. Alors, peut-être que ce sera plus de travail, mais j'ai identifié qu'il y aura vraiment un segment client pour ce produit-là. Si je veux faire 1000 euros, il faut que je trouve 10 clients globalement. Si finalement j'ai réfléchi à ce produit, etc., et finalement ce produit il est à 10 euros, là pour le coup, il faudra que je trouve 100 clients. Et quelquefois, on se rend compte dans certains business, en tout cas moi c'est mon retour, que d'aller chercher les 10 clients, c'est presque, enfin aller chercher les 100 clients, c'est presque 10 fois plus compliqué que, alors pas complètement, mais que d'aller chercher les 10 clients. Donc, c'est très important ça aussi, et donc on en parlera notamment dans une logique de positionnement, c'est que des fois, il faut vraiment essayer de trouver le bon positionnement, quitte à être sur un positionnement premium, alors en tout cas, quitte à être sur quelque chose où vous êtes les seuls pour pouvoir réussir à faire une tarification qui finalement soit un petit peu décorrélée de ce qu'on voit, mais qui vous permette, vous, d'arriver à faire votre chiffre d'affaires plus facilement. Ça, c'est vraiment un conseil que je voulais aussi donner. Oui, ça reboucle avec la question de Vanessa. C'est vraiment pour pouvoir répondre, c'est quelle est la différence entre la proposition de valeur du particulier et de l'entreprise? Est-ce qu'il y a vraiment une différence fondamentale qui pourrait justifier d'avoir un prix qui soit différent? Ouais. Donc, ça me semble... Il y a d'autres choses aussi, c'est que, et ça tu l'as évoqué tout à l'heure, Célia, c'est qu'il y a deux types de ventes en fait globalement. Tu as le type de vente où il faut vraiment que tu arrives que tu arrives à comprendre quelle est la valeur que tu vas apporter au client. Et puis, tu as des ventes qui sont un petit peu plus difficiles. C'est les ventes où le client, lui, n'arrive pas à percevoir la valeur. Et là, c'est des ventes qui sont un peu plus longues parce qu'il va falloir un petit peu éduquer le client, passer du temps pour qu'à un moment donné, il se rende compte que, en fait, c'est la solution qui lui convient. C'est le client n'est même pas encore conscient que vous êtes la solution parce qu'il n'est même pas conscient de son problème. Et c'est là que la recherche utilisateur est clé. C'est-à-dire que si vous avez bien fait le travail en amont de poser la question à vos cibles de quelles sont leurs difficultés, de vraiment les écouter par rapport au service que vous allez proposer, normalement, ça ne devrait pas trop vous arriver. Le but, justement, c'est d'aller poser ces questions-là en amont pour, au moment où vous allez avoir votre discours commercial, taper là où ça fait mal. C'est-à-dire que le client, il s'en bat les reins de savoir que votre lessive, elle lave plus blanc que blanc. Par contre, là, il va vous écouter, c'est que vous allez lui dire, c'est chiant de devoir faire les lessives des enfants qui ont été se rouler dans la boue et dans la pelouse le dimanche matin au football. C'est pénible. Et là, vous allez entendre toutes les choses que les utilisateurs vous ont déjà dites. Vous allez ressortir ces mots-là en utilisant leurs mots. Là, vous allez avoir beaucoup plus d'attention de la part de votre client et ce sera beaucoup plus facile de lui vendre votre argumentaire. Pour moi, c'est vraiment un point qui est hyper clé. Donc, on a parlé de recherche utilisateur dans le côté tester vos prix, et c'est clé. Mais même au niveau de la proposition de valeur que vous allez formuler, la manière dont vous allez en parler à vos prospects, ça peut vraiment vous faire gagner énormément de temps. Et ça peut vous faire créer ces fameux business case dont on avait parlé tout à l'heure pour dire qu'est-ce que le client va percevoir vraiment comme valeur dans votre solution. Et très souvent, c'est différent de l'idée qu'on s'en était faite. Ça, c'est très marquant, quoi. Je pense à une offre qu'on avait lancée chez JobTeaser où on s'était dit la valeur de ce produit-là, c'est de pouvoir trouver plus rapidement un candidat. Et en fait, les RH n'étaient pas tellement intéressés dans le fait de trouver vite. Ils étaient plutôt intéressés dans le fait de pouvoir cibler les différents candidats qu'ils allaient avoir. Et donc, du coup, on a complètement changé le discours autour de ce produit-là. Et ça a beaucoup mieux fonctionné que l'approche qu'on avait au départ, qu'on avait en plus un petit peu testé et qui nous paraissait être la bonne. Et au final, en le testant en temps réel, en vrai, en mettant un prix derrière, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé.
Ouais. Voilà, Cool. tester, tester. Génial. Bon, ça, on en reparlera la dernière fois sur comment on fait ça, parce que c'est vrai que de le dire, c'est pas forcément aussi simple de comprendre comment on le fait. Donc, on va se faire un Oui, épisode sur ça. Moi, ok. j'avais un dernier point avant, puisque l'heure a filé. On ne s'ennuie pas en bonne compagnie. J'avais un dernier point sur les freelances, parce que c'est vrai que parmi les personnes connectées, je vois qu'il y a un peu des freelances. Il y a quelque chose, c'est vrai que beaucoup de freelances, quand on commence, on va avoir une logique. Donc, les freelances, c'est des personnes qui sont des prestataires de services qui sont en général seuls ou qui vont travailler avec d'autres personnes, donc d'autres freelances. Et au départ, c'est un peu comme ça que Célia a expliqué, ben, ça paraît logique de se vendre sur une base d'heures. Donc, ben, finalement, si vous voulez travailler avec moi, donc il y a le taux journalier moyen, le TJM ou le taux jour homme, ben, ça va être par exemple 300 € par jour si vous voulez travailler avec moi, ou 600 € par jour, en fonction de l'expérience. Ce qu'on remarque en fait, c'est que si on prend cet exemple-là, quand on commence en tant que freelance à avoir des aspirations pour, entre guillemets, ben, grossir, mieux gagner sa vie, ben, en fait, on est coincé. Parce que si on se rappelle bien ce qu'on a dit, il y a un jour pour faire son commercial, un jour pour faire l'administratif, un jour qui représente au congé lycée de toute l'année. Et donc, finalement, on travaille effectivement en production que 2 jours ou maximum 3 jours par semaine. Ça fait qu'on ne peut pas générer plus de chiffre d'affaires que le taux jour fois le nombre de jours que l'on travaille. En facture, que l'on En facture. facture. Ouais. Facture. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que les freelances qui finissent par s'en sortir, c'est des freelances, comme tu dis, Célia, qui commencent à tellement bien connaître leurs clients. Et souvent, en fait, on se rend compte que c'est des gens qui se spécialisent sur un segment client donné. Et ils vont réussir à passer d'une logique de facturation en heures à la création d'un produit qui est complètement décorrélé des heures et qui va être pensé sur potentiellement le problème que veut résoudre le client, la valeur. Pour le La client. valeur. Voilà, Tout la à fait. valeur. Et quelque part, c'est normal parce que le client, comment dire, avant de pouvoir proposer ce service et cette valeur, vous vous êtes formé. Vous avez passé des années à être meilleur et à être incisif. Donc, c'est normal que votre prix reflète cette valeur que vous allez apporter et cette expertise que vous avez construite à vos frais. Donc, ça ne peut pas être directement… c'est normal que ce soit appliqué et il faut être assez serein par rapport à ça. Ouais. Et donc, pour que tout le monde comprenne, ça veut dire que potentiellement, vous créez des packs, c'est-à-dire que des gens qui sont pourtant des gens qui font du service finissent par standardiser Tout à fait. et créer des produits. Voilà. Donc, si je prends le cas de quelqu'un qui devient vraiment spécialiste pour créer des sites web dans le monde médical parce qu'il sait que ce n'est pas simplement la partie visible, mais qui permet, par exemple, d'avoir un système pour pouvoir bien gérer la relation avec ses patients. Donc, il devient en gros un expert pour les sites web et la gestion de la relation client pour les médecins. Enfin, ben, peut-être que quand il avait commencé cette personne, elle disait, ben, comme moi, ça me prend pratiquement, je sais pas, 20 heures pour faire ce site. Voilà, je suis à 100 € ou on va dire à 50 €. Voilà, c'est 1 000 € par exemple. Et là, on passe sur quelque chose qui est complètement différent. C'est je vous vends ce produit qui a ces fonctionnalités. Ça va vous permettre de répondre à telle problématique. On l'a prouvé, comme disait Célia, par ces cas. On a regardé, tel médecin a dit ça, regardez, ça lui a permis de gagner tant de temps dans sa journée, etc., en administratif. Et ce produit coûte 4 000 €. Voilà. Et donc, c'est la seule voie, finalement, et c'est très important que les freelances qui sont aujourd'hui nous entendent sur ça, c'est vous ne pouvez pas forcément le faire dès le départ. Il faut réussir à construire rapidement une expertise. Il faut réussir à comprendre la valeur que vous allez apporter. Mais c'est quand même une voie où on va passer d'une tarification qui est sur un modèle sur un autre modèle qui vous permet petit à petit de grossir et d'aller chercher des revenus qui sont un petit peu plus intéressants. Voilà. Tout à fait.
Très bon point. Super. Bon, ben on est arrivé au bout. J'espère que vous avez bien aimé le webinaire. Merci pour toutes les personnes. Est-ce qu'on a réussi à répondre à toutes les questions? Oui, j'ai l'impression. Ouais. Donc, c'est parfait. Donc, merci à vous. Merci à toi, Célia, d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si toi, tu cherches des clients, si tu veux partager tes coordonnées. Voilà, en tout cas, voilà, tout le monde te remercie. Et puis, ben, on prend rendez-vous pour un prochain webinaire sur voilà, des thématiques qui sont plus tes amours, voilà, sur la marque personnelle, positionnement, etc. Top. Merci à tous. Bonne Génial, journée. merci. À plus Ciao. tard. Bye bye.